Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La bibliothèque de l'IREMO. Collection dirigée par Pierre Blanc et Bruno Pequignot. Cette collection se propose de publier des textes sur tous les aspects de la vie sociale de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Tous les domaines sont concernés, de la politique à la culture et aux arts, de l'analyse des mœurs et des comportements quotidiens à l'économie, de la vie intellectuelle à l'étude des institutions et organisations sociales, sans oublier la dimension historique ou géographique de ces phénomènes. L'objectif est de créer une sorte d'encyclopédie, au sens historique de ce terme, présentant de façon claire et rigoureuse toutes les connaissances produites par la recherche scientifique, mais aussi par les réflexions des acteurs impliqués à tous les niveaux de la société. Chaque ouvrage vise à faire le point sur un sujet traité dans un souci de le rendre accessible au-delà des cercles des spécialistes. Dans la même collection. 1. Mounir Korm pour une troisième république libanaise, 2012. 2. Marc Lavergne, l'émergence d'une nouvelle scène politique, 2012. Préambule. Ce livre n'aurait pu voir le jour sans l'appui accordé à chacun de ses auteurs par le Centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale, CEDEJ du Caire. Implanté en Égypte depuis les années 70, cet institut a joué pour des générations de chercheurs, égyptiens et étrangers, le rôle d'une matrice féconde, d'un foyer de liberté à partir duquel la réalité égyptienne a pu être approchée sous des angles multiples et traduite dans des écrits individuels et collectifs qui font référence. Ce livre, bien qu'élaboré dans l'urgence de l'événement, s'inscrit dans cette tradition. Une large place y a été donnée aux jeunes chercheurs, plus proches témoins de la Révolution, et c'est ce qui donne sans doute à ces volumes leur valeur. Pour autant, et selon la formule consacrée, la teneur de ces contributions est de la seule responsabilité des auteurs et ne saurait engager l'institut qui les a accueillis. C'est l'occasion de rappeler le prix de ces instituts français de recherche à l'étranger, spécialisés dans l'étude des sociétés contemporaines, ouverts aux chercheurs des pays d'accueil comme à ceux du monde entier, et dont un travail comme celui-ci vise à rappeler l'utilité. Que la confiance de Jean-Paul Chagnolot et de Pierre Blanc, qui ont sans hésiter décidé de livrer ces témoignages de première main au grand public, trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Avant-propos. Marc Lavergne. L'Égypte est engagée, depuis le 25 janvier 2011, dans un processus de longue haleine. Mais c'est dès 2004, avec le mot d'ordre Kefaya, ça suffit, qu'a brutalement été mise en question toute une conception séculaire, voire millénaire, des relations entre les gouvernants et les gouvernés. La révolution, impromptue en apparence, était d'évidence en gestation, avec une insatisfaction impatiente dans de larges couches de la société et n'attendait que l'étincelle tunisienne pour se déclencher. Engagée dans l'enthousiasme et l'improvisation, tiraillée entre les forces laïques, minorités conscientes et ouvertes au monde, les forces islamistes, pour l'essentiel issues de l'Égypte profonde, et la caste militaire, elle a été progressivement canalisée vers des rendez-vous électoraux, qui, sous prétexte de rendre la parole au peuple, avaient en réalité pour objectif de la mettre sous le boisseau. Référendum constitutionnel de mars 2011, élections législatives de décembre 2011 et maintenant élections présidentielles de mai-juin 2012. Élections qui ont eu pour paradoxe de se dérouler sans qu'une constitution n'ait été adoptée, c'est-à-dire sans que les questions fondamentales du partage des responsabilités et de la séparation des pouvoirs n'aient été résolues, ni même vraiment posées. L'Égypte, clairement, ne cherche pas de modèle extérieur, contrairement à la conversion bénie à la démocratie à l'occidentale qu'imagine y voir certains. De grands camps se dessinent progressivement, et leur conception est souvent difficilement conciliable. Les débats à venir, si tant est qu'ils puissent être cantonnés à des modes d'expression pacifiques comme les tribunes des journaux et des assemblées, seront néanmoins houleux. Et il n'est pas exclu que, compte tenu de l'absence de culture démocratique, donc du compromis en politique, ils débouchent sur des affrontements violents. Mais d'ores et déjà, la libre parole et le libre choix conquis par le peuple égyptien révèlent des surprises sans cesse renouvelées, non seulement pour les observateurs étrangers, mais pour les Égyptiens eux-mêmes. La première fut sans doute le résultat du référendum constitutionnel de mars 2011, où près de 80% des votants, 40% des inscrits, se prononcèrent en faveur de l'arrêt de la Révolution.
Puis les élections législatives indiquèrent que dans une proportion frisant les 3/4, les Égyptiens votaient en faveur de courants à référent islamique, mais qu'à l'intérieur même de cette mouvance, des recompositions de fond étaient à l'œuvre. Montée des salafistes aux dépens des frères musulmans pour schématiser, amorce de fitna, même si personne, autre surprise, ne semblait s'en offusquer. Et l'on passait prudemment sous silence l'agressivité radicale des salafistes, muets de pieux dévots tournés vers le passé en une machine de guerre contre le reste de la société, qu'il s'agit des confréries soufis dont les tombeaux de saints vénérés étaient attaqués et détruits, ou de la communauté copte contre laquelle un appel à l'extermination était lancé, suivi d'émeutes d'une violence telle que jamais les redoutables Jama'a Islamiyya n'avaient atteint durant les années 90 en Haute-Égypte. Autre surprise, les Égyptiens semblaient moins s'émouvoir de la perspective d'un gouvernement à agenda islamiste que de l'insécurité croissante et de la crise économique et sociale sans précédent où les a plongés la révolution. Et le choix d'un parlement dominé par les forces islamistes tenait, semble-t-il, beaucoup plus à la capacité supposée de celle-ci de ramener l'ordre et de remettre l'Égypte au travail, qu'à leur credo religieux. L'évolution de l'image de l'armée est également saisissante. Seul corps de l'État a échappé à l'opprobre populaire, dirigeant l'Égypte en sous-main sans discontinuer depuis 1952, auréolée de ses victoires et de sa supposée honnêteté, elle s'est posée en défenseur du droit des manifestants, donnant ainsi le signal du départ du président, puis elle a laissé la rue se défaire des deux généraux, Omar Suleiman et Ahmed Shafik, pressentis par Moubarak pour sauver les meubles, et est adjugé le rôle de protecteur-contrôleur de la révolution, à travers le Conseil suprême des forces armées. Mais en freinant toute tentative des gouvernements civils successifs de prendre les mesures de réforme les plus urgentes, et en réprimant férocement les manifestations de l'automne 2011 à son encontre, elle semblait avoir perdu tout son crédit, et avoir laissé maladroitement avoir qu'elle ne cherchait tout du long qu'à préserver ses propres intérêts, faits de prébendes et de privilèges devenus insupportables pour le peuple en détresse. Et voici qu'à la faveur des élections présidentielles arrive en seconde position le susnommé Ahmed Shafik, un général d'aviation, compagnon du président déposé, notoirement corrompu. Retour à la case départ après beaucoup de bruit et de dégâts pour rien ? Finalement, un accord tacite passé entre l'armée et la confrérie conduit à introniser le candidat arrivé en tête, Mohamed Morsi, comme président. Ce qui a pour but premier de calmer la rue, prompte à se mobiliser pour empêcher le retour au pouvoir des foulouls de l'ancien régime. L'Égypte est entrée dans une longue phase de transformation inéluctable si elle ne veut pas basculer dans le chaos et la misère, qui ferait sentir son onde de choc dans toute la région et bien au-delà. C'est à ces transformations que ce volume est consacré. Non pas une revue exhaustive des maux de l'Égypte, mais des coups de projecteur sur différents aspects de la réalité urbaine, économique et sociale de l'Égypte, qui révèlent des pans souvent méconnus des défis que ce grand pays doit affronter, et des potentialités de mobilisation que recèle sa population. Marc Lavergne dresse un tableau impressionniste des maux structurels dont souffre l'Égypte, mettant en évidence son insularité, isolement et spécificité qui imprègnent son rapport au monde, des comportements sociaux confortés par l'économie rentière comme l'individualisme et un matérialisme exacerbé, qui se marient paradoxalement avec un rapport intime au religieux, et d'autres plus anciens comme la corruption qui informe sur un rapport dépourvu de confiance entre l'État et la société. Pierre-Arnaud Bartel fait le lien entre les choix urbains, néolibéraux, qui ont été faits par le régime précédent en faveur des catégories les plus riches, et la Révolution. Il rappelle au passage le symbole de la place Tahrir, cœur historique du Caire, délaissé par ces mêmes privilégiés qui ont opté pour un exil intérieur de luxe dans le désert et qui a été réinvesti dans sa fonction symbolique et stratégique par la Révolution. Il recense enfin les réformes en matière d'aménagement urbain qui lui paraissent nécessaires pour restaurer une ville viable, voire un développement urbain durable. Marta Pappalardo élargit la représentation de la place Tahrir à celle du centre-ville, celui de la seconde moitié du XIXe et de la première moitié du XXe siècle. Voué à une gentrification et à une muséification culturelle et de loisirs, il a nourri ces dernières années la spéculation immobilière et les tentatives d'éviction de ses habitants. Ceux-ci mènent un combat pour préserver leur cadre de vie,
Mais la révolution conduira-t-elle à une prise en compte de cette aspiration à une gestion par le bas, ou au moins à une expression citoyenne au niveau local? Bénédicte Florin montre comment la question des déchets urbains est devenue depuis 10 ans l'objet de la mobilisation des chiffonniers en lutte pour leur survie, contre un pouvoir préoccupé avant tout d'intérêts spéculatifs sur le foncier convoité qu'ils occupent, et des entreprises concessionnaires qui éprouvent toutes sortes de difficultés, administratives et techniques, à assurer un service comparable au leur, de la collecte d'étage en étage au recyclage des matières récoltées, organiques ou inertes. Lise Debout inscrit cette question, cruciale pour la vie et la santé de dizaines de millions d'Égyptiens vivant en ville, de la collecte des déchets, dans la perspective du rapport citoyen à la propreté, où transparaît une conscience renouvelée de l'intérêt collectif et de la responsabilité individuelle, qui sont l'un des aspects les plus tangibles des changements de mentalité esquissés par la Révolution. Perrine Lachenal lève le voile sur un aspect original de la Révolution. Les comités populaires qui ont organisé la défense des ruelles, des quartiers, par leurs propres habitants et ont révélé leur capacité à nouer des liens de voisinage, succédanés urbains des liens du sang ancestraux. En même temps, à travers les entretiens retranscrits ici, c'est l'Égypte silencieuse qui entre en scène, bien avant qu'elle n'ait été appelée à s'exprimer dans les urnes. Enfin, Jalel Mesbah s'interroge sur la place des femmes dans la Révolution. Place honorée puisqu'elles furent présentes de façon active sur les podiums de la place Tahrir et jusque dans les affrontements contre forces de l'ordre ou contre-révolutionnaires. Il n'en demeure pas moins que l'Égypte reste une société conservatrice, où le mouvement féministe, malgré un siècle d'existence, doit encore se battre pour que cesse le harcèlement sexuel devenu pratique courante ces dernières années dans une société urbaine frustrée et ayant perdu ses repères moraux. L'idée de ce volume est donc d'ouvrir quelques perspectives sur les dynamiques sociales à l'œuvre derrière les soubresauts de la Révolution, qui font l'actualité et auxquels tentent de s'adapter les forces politiques en présence. Héritiers de leurs prédécesseurs qui depuis 4 décennies maintenant, étudie les mutations de la société égyptienne au sein du Centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale, CEDEJ, du Caire. Les chercheurs qui s'expriment ici perpétuent la préoccupation d'insérer l'histoire vécue dans le temps long où l'Égypte entreprend de se révéler à elle-même et de prendre en main son destin, repoussant dans les limbes les regards extérieurs. La révolution de la DZERNIERE chance. Marc Lavergne. Un rejet longuement mouri. La révolution de Tahrir n'a pas éclaté comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Même si elle a été déclenchée par l'exemple de la révolution tunisienne, elle est l'aboutissement logique d'un long processus de dégradation des conditions de vie de la grande majorité des Égyptiens, accompagné d'une inexorable détérioration du lien social. Des intellectuels, des écrivains, des journalistes courageux avaient déjà pris cette insatisfaction généralisée, cette révolte latente pour thème de réflexion et rencontrait depuis longtemps un écho profond dans la société, qu'il suffise de rappeler le succès de Taxi et de l'Arche de Noé, de Khaled El-Khamisi et avant lui de Chicago, ou de l'immeuble Yacoubian, de Hala El-Aswani, reprenant la longue tradition de critique sociale des romanciers égyptiens, de Youssef Idriss à Sonala Ibrahim, sans parler des cinéastes de la lignée de Youssef Chahine et de Salah Abou Seif. Elle est donc à la fois cri de révolte d'une partie minoritaire mais politiquement consciente et organisée de la population, et projet de rupture avec un modèle de croissance et d'intégration à l'économie monde, quasi unanimement rejeté. C'est à ce titre une révolution tout à fait à part dans l'ensemble des soulèvements, qui ont agité le monde arabe. L'image d'une dictature impitoyable qui aurait été mise à bas en quelques jours, ne correspond tout d'abord pas à la réalité. Depuis 2005, l'Égypte a connu une phase de libéralisation politique profonde qui a ouvert la voie à l'expression des frustrations et des ras-le-bol de la population, en dépit de la répression menée sur tous les fronts par l'appareil de sécurité. En effet, cette année-là, le pouvoir secoué par le défi du mouvement Kefaya, un ça suffit sans équivoque, lancé en 2004 par des personnalités indépendantes de tous horizons, rejoints par plusieurs forces politiques, avait dû accepter, sous la pression américaine sans doute, quelques années après le 11 septembre et 2 ans après la calamiteuse invasion de l'Irak, d'ouvrir le champ politique, de manière à éviter que le terrorisme et la déstabilisation ne s'emparent de cet allié stratégique de l'Occident,
clé de voûte de la région. Les élections législatives qui avaient suivi avaient vu les frères musulmans se faire concéder 88 sièges sur plus de 500 à l'Assemblée du peuple, c'est-à-dire devenir la première force d'opposition officielle. Dans la foulée, le président Moubarak, en quête d'une nouvelle réélection, avait dû affronter de vrais opposants. Eman Nour, fondateur du parti libéral Al-Ghad, l'Avenir, arrivé second, allait certes payer son audace d'un emprisonnement de 5 ans, mais les syndicats professionnels avaient été le ferment de combats politiques mouvementés entre partisans du pouvoir et opposants, souvent emmenés par les frères musulmans. Une presse libre, souvent d'opposition, s'exprimait sans précautions oratoires sur la corruption, les drames du quotidien et sur l'incurie de l'État. Si elle respectait les deux tabous qu'étaient la personne du président et les intérêts de l'armée, elle connaissait un succès dévastateur pour la presse gouvernementale. Dans le domaine social, grèves, manifestations, sit-ins, marqués par des affrontements violents avec les forces de répression, mais aussi pour la première fois popularisés par les réseaux sociaux, donc soutenus par l'opinion publique, se multipliaient pour empêcher des privatisations à l'encan, le démantèlement de la protection sociale héritée de l'époque nassérienne et les licenciements massifs entraînés par la volonté de réforme des technocrates au pouvoir autour du Premier ministre Ahmed Nazif. Le pouvoir était pris en défaut par cette résistance croissante de secteurs très divers de la société, des médecins hospitaliers aux contrôleurs d'impôts et aux ouvriers des usines textiles du Delta. La répression brutale n'étant plus possible, des négociations permettaient aux acteurs de ces mouvements de freiner la réforme libérale demandée par les institutions internationales et de récupérer quelques miettes d'une économie par ailleurs prospère. Le taux de croissance, porté par l'afflux des touristes, les envois des émigrés et d'autres rentes, dépassait les 7% par an en 2007. C'est donc d'abord la stratégie du pouvoir, autour de la bande à Gamal, dauphin présumé, stratégie fondée sur l'abandon de l'ancienne Égypte à son sort et sur la priorité mise à l'édification d'une nouvelle Égypte, spatialement, socialement et culturellement déconnectée de ses racines, mais intégrée aux systèmes émergents du Golfe, d'Asie du Sud et d'Extrême-Orient, qui entraînera son rejet par les laissés-pour-compte des métropoles populeuses et devenues invivables, comme des antiques campagnes de la vallée et du delta. La geste héroïque de la place Tahrir doit être lue dans cette perspective, maintenant que les miroirs déformants des caméras et des micros du monde entier se sont éloignés de ce champ que l'Occident a surtout investi de ses propres fantasmes d'une démocratisation universelle à son image. Tout d'abord, cette révolution sans chef, mais non sans organisateur, aurait été réduite si l'armée n'avait pas refusé de réprimer les manifestants et si, quelques jours plus tard, les frères musulmans n'étaient pas venus en renfort aux révolutionnaires de la place Tahrir. L'armée a ainsi, après avoir pris l'avis des États-Unis, fait le choix de se débarrasser de son vieux chef pour écarter la menace contre ses intérêts représentés par la nouvelle génération d'affairistes entourant Gamal Moubarak, tout en sauvant le régime. Et de fait, le Conseil suprême des forces armées et son chef le maréchal Tantawi représentent bien jusqu'à aujourd'hui la permanence du régime Moubarak et de l'autorité éminente de l'armée sur les destinées de l'Égypte, sans discontinuer depuis la révolution de 1952. Politiquement, l'armée a donc fait avorter la révolution en la détournant à son profit, même si encore une fois, il n'y avait pas de projet ni d'organisation révolutionnaire à l'œuvre. Quant aux frères musulmans, très réticents vis-à-vis d'un mouvement qui n'était pas de leur initiative, mais de celle de jeunes majoritairement laïcs et progressistes, ils ont finalement décidé, sous l'impulsion de leur base dans la jeunesse urbaine, de sauver le mouvement tout en le récupérant. Le récit des événements, en se focalisant sur la place Tahrir et en laissant dans l'ombre le reste de l'Égypte ou tout simplement du Caire, oblitérait ainsi une toile de fond plus complexe que celle présentée par la nouvelle génération des étudiants et des blogueurs. L'Égypte ne se réduit pas au Caire, pourtant mégapole de 20 millions d'habitants, même si son nom arabe, Misr, le camp fortifié des premiers temps de la conquête, se confond avec celui de la capitale. Et l'Égypte, tout comme les quartiers populaires ou spontanés de la capitale, demeure un monde méconnu, non pas seulement pour les étrangers, touristes ou résidents, mais même pour les bourgeois et les dirigeants égyptiens. Témoin cette confidence d'un ministre égyptien, auquel je rendais visite en novembre 1997, au lendemain du massacre de 18 touristes suisses à Luxor. Nous avons été pris par surprise. Nous avons oublié l'Égypte hors de vue de nos quartiers du centre du Caire,
Et nous avons oublié la Haute-Égypte. Et nous avons oublié notre jeunesse. Rendez-vous compte? Ce massacre a été commis par des gamins de 16 à 18 ans. Leurs aînés qui les encadraient sont tous en prison, et du coup ils sont livrés à eux-mêmes. Il faut absolument que nous reprenions le chemin de la province, et que nous allions à la reconquête de l'opinion, si nous voulons éviter de sombrer dans le terrorisme et la guerre civile. À la veille de la Révolution, 14 ans plus tard, la situation dans les esprits ne s'est guère améliorée. Certes, la sédition des Jama'a Islamiyya a été matée par un ministre de l'Intérieur, Zaki Badr, de sinistre mémoire. La répression, brutale et sordide, a eu raison de la résistance des terroristes et les touristes ont pu reprendre le chemin de Luxor sous bonne garde. Le tourisme est devenu la première ressource de l'économie égyptienne, mais il se dirige désormais majoritairement vers les plages, loin de l'Égypte réelle. La Haute-Égypte n'est pas sûre, elle est même en dissidence larvée, et aucun site n'est accessible aux touristes sans escorte policière, surtout en Moyenne-Égypte. Les campagnes du delta sont plus ouvertes, maillées par un réseau urbain et par des voies de communication qui les relient au monde extérieur. Les activités agricoles y sont mêlées aux emplois urbains, jamais très éloignés, et l'émigration apporte des compléments de revenus et des ferments de modernisation. Pourtant, on y est vite plongé dans un univers très éloigné des mentalités et des modes de vie de la capitale. Et même les plus grandes villes, Tanta, Mansoura, Zagazig, avec leurs universités, leurs magasins illuminés ouverts par des émigrés de retour, leurs centres commerciaux et la publicité pour les grandes marques étrangères, sont loin de fournir les fonctions réservées à la capitale ou à Alexandrie. Ici, pas d'étrangers, pas de touristes, peu de tertiaires supérieurs. Elles ne sont que le dernier étage de la pyramide rurale, et non pas des relais de la capitale vers le terroir. L'Égypte reste ainsi un monde clos, introverti, qui demeure méfiant à l'égard du monde extérieur considéré comme source de danger et de perte d'identité. Et à la différence des émigrations outre-mer libanaises ou omanaises, l'émigration égyptienne récente vers l'Occident n'entraîne pas en retour d'évolution des mentalités, et celle qui se dirige vers les pays du Golfe est le vecteur du retour à un passé et à un idéal religieux sans fondement dans les traditions locales. Espace clos, temps figé. Un pays sans voisins. L'Égypte est un biotope hors du commun, et même à nul autre pareil. Le mince ruban du Nil serpentant au milieu du Sahara et qui se termine en efflorescence sur la Méditerranée est un œcumène fermé. Les déserts qui le bordent à l'est et à l'ouest ne la mettent pas en relation avec des contrées prospères qui auraient pu engendrer des courants d'échange d'hommes, de biens et d'idées. Grande différence avec le Sahara maghrébin, sillonné de pistes caravanières qui mettent la Méditerranée et l'Europe en contact avec l'Afrique, et qui sont jalonnés de cités oasis prospères, centres économiques et culturels qui ont maintenu longtemps leur autonomie politique. Les oasis du désert libyque ne sont que de médiocres centres de culture, et des relais de caravanes pour la piste des 40 jours. Soumises aux incursions bédouines et à la férule de la vallée, elles n'ont développé ni culture ni identité propre. À l'extrême sud, jalonnant l'ère de civilisation nubienne, la première cataracte d'Aswan a constitué de tout temps une barrière qui marquait l'entrée dans des contrées plus arides. Le ruban nilotique plus étroit et moins fertile précède l'Afrique noire, réservoir de richesses mais peu en mesure de fournir des métissages culturels fructueux, en dépit des hypothèses d'un Cheikh Anta Diop et d'autres chantres de la négritude, promoteurs des hautes civilisations du golfe du Bénin. Sur la Méditerranée, non plus que sur la mer Rouge, l'Égypte n'a développé une puissance et une civilisation maritime. La mer Rouge est un lac stérile, entouré de rivages désertiques et hostiles, où la navigation est rendue difficile voire dangereuse par les récifs coralliens, l'irrégularité des vents et la piraterie. Et les centres politiques et économiques des hauts plateaux de l'Arabie heureuse ou d'Abyssinie sont difficiles d'accès et disposent de leur propre réseau caravanier pour exporter les produits précieux comme l'encens. Les expéditions vers le pays de Poun. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.